Bonsoir à tous, si vous êtes là, vous savez donc qu'on va parler des 7 plus grands chefs-d'œuvre de cette année. Enfin presque, selon ce que j'en pense exactement, les 7 merveilles, la seconde cérémonie qui correspond donc aux 7 films de l'année 2017, les 7 meilleurs selon ce que j'ai pensé. Donc voilà, c'est un classement totalement subjectif, je le rappelle, qui concerne 7 films qui m'ont fait un très grand effet cette année, qui ont vraiment su me marquer. Mais voilà, ce n'est pas du tout classé selon des critères objectifs, pas du tout. Et bien sûr, il y aura aussi les mentions honorables en fin de vidéo. Avant de commencer cette vidéo, je dirais juste que ce qu'elle va contenir, ce sont forcément des films qui ont osé, qui ont tenté certaines choses, qui ont marqué aussi notre temps, qui ont marqué le cinéma pour venir y inscrire la patte des années 2010. J'ai vraiment constaté, voilà, dans ce classement, que les films n'étaient pas forcément ne faisaient pas l'unanimité, vous allez vite le comprendre, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est ils ont fait parler d'eux. Avant de commencer avec les 7ème places, déjà, comme je vous l'ai dit par rapport à l'an dernier, je vous propose donc un petit pourcentage que j'ai fait. Donc sur 40 critiques, il y en a eu 25 qui étaient des retours gagnants, ce qui apporte donc 62,5% de bonnes critiques. Donc voilà, ça s'équilibre un peu plus. Donc ce que je pourrais dire, c'est que par rapport à l'an dernier, j'ai eu l'impression que voilà, certains films ont peut-être plus osé. Moins de films qui ont run, moins de mauvais films aussi, j'ai eu l'impression. Enfin, il y a eu forcément aussi des mauvais films. Je vous invite à aller voir les 7 plays de 2017. Voilà, je vous le mettrai dans l'écran de fin. Mais voilà, j'ai constaté quand même que 2017 était une bien meilleure année que certaines autres en matière de films, de cinéma. Il y a des années où c'est un peu plus plat. 2017, moi je me suis plutôt bien amusé, je suis content. Donc voilà, 62,5% de bons films, bravo. Mais bon, moi je vous propose de commencer avec la 7ème. On entre tout de suite dans le vif du sujet, les 7ème merveilles. La 7ème merveille de 2017, donc je l'attribue à Lego Batman. Parce que voilà, c'est un petit peu ce que je disais en début de critique, on va y revenir à chaque fois, mais c'est un film qui apporte beaucoup de neuf. C'est un film qui vient encore ajouter de l'humour geek dans le cinéma, et ça je trouve que c'est très très bien d'accentuer ce côté-là, et pourtant ça reste très familial. Je pense que voilà, c'est pas du tout fait pour viser une communauté de fans de Lego, de fans de Batman. Ça rassemble un peu tout ça justement, c'est ça qui est bien, c'est que c'est un film qui, oui, est très punchline, et vraiment dans le truc de te faire rire, toi qui aimes bien la culture geek, qui aime bien Batman, qui aime bien voilà, tous ces petits jouets de collection, ces trucs comme ça va forcément correspondre avant tout à cette catégorie de personnes. Mais toujours est-il qu'il y a quand même une très bonne histoire, il y a des bons personnages qu'on identifie facilement. C'est un meilleur film que le Batman vs Superman de DC Comics, je trouve. Les persos sont beaucoup plus simples, on retrouve vraiment leurs vraies valeurs, leurs vraies bases, que ce soit Alfred, j'avais vu, il y a Batgirl, il y a Robin, ils sont tous aussi attachants, aussi marrants. Et la dimension Lego, bien entendu, apporte une touche créative absolument majestueuse. C'est inouï, c'est immense. J'ai trouvé que les décors étaient magnifiques, peut-être encore mieux que dans la grande aventure Lego, parce que là, on se concentre sur un Gotham City, et ça permet de voir le manoir Wayne en Lego, alors qu'il n'est pas du tout pareil que dans les films. Et voilà, c'est un véritable jeu, c'est un terrain de jeu, quoi. C'est des Lego, donc il y a forcément cette petite touche ludique, mais il y a aussi un vrai travail sur la lumière, sur parfois même comment dire, le scintillement parfois d'une flamme Lego qui vient illuminer toute une pièce qui est dans la pénombre. Il y avait un vrai travail, c'était très très beau, c'était magnifique, une bonne petite histoire, et il y a plein de références, plein de clins d'œil, un scénario qui est un petit peu waouh, qui est un peu surprenant, peut-être même un peu trop gros pour la fin, enfin comment dire, un petit peu qui renverse quoi, voilà, qui renverse tout, mais sympa parce qu'au final tu retrouves des très bonnes choses, des trucs très sympas, et ça ne parlera pas que de Batman, donc pourquoi pas, voilà, franchement, Warner Bros fait du bon boulot là en association avec Lego, ça fait des bons films, c'est très sympa à suivre, et je suis très amoureux de ce nouvel univers Lego. On va continuer dans l'animation, 6ème merveille, je la décerne à Cars 3, qui est un de mes deux coups de cœur de cette année. Pixar a fait vraiment un carton plein cette année avec deux films vraiment merveilleux, et Cars 3 est bien sûr l'un d'entre eux. Moi, ce que j'aime beaucoup chez Pixar, et forcément ça n'est pas prêt de s'arrêter, c'est les qualités profondément humaines qu'ils savent placer dans leurs films. La différence, c'est qu'avec Cars 3, il y avait un challenge et un défi encore plus important, c'était de relever la barre et de retrouver le public après un Cars numéro 2 qui était à plat, quoi. C'est bien, bravo. Ils ont réussi haut la main. Ils ont réussi. Je pense que c'était pas si compliqué que ça, mais fallait quand même trouver la bonne approche afin de renouer un petit peu justement avec cette saga qui fait pas forcément l'unanimité chez Pixar. Je sais que beaucoup de gens sont pas forcément hyper en adéquation avec le concept de voiture, tout ça. C'est pas la plus attachante des licences de Pixar, mais toujours est-il que quand t'es là, quand ça te plaît,
ben alors là, on s'amuse, quoi. C'est génial, c'est profondément humain, parce que ça va revenir aux bases de l'histoire, aux bases du premier, avec les histoires de course, avec Doc Hudson, la relation qu'il entretenait avec Flash McQueen. Et justement, on revient un peu à ce que je disais dans ma critique, il y a cet effet miroir où justement Flash McQueen, lui, est maintenant en position de senior par rapport à la nouvelle génération qui arrive. C'est un bon message d'encouragement justement à tous ceux qui baissent un peu les bras quand on ne croit plus en vous, qu'on vous dit vous êtes trop vieux, c'est terminé, alors que vous en avez encore la patate. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des bons ressorts scénaristiques, il y a vraiment des bonnes accroches et ça va jamais dans l'excès ou ça va jamais dans le trop prévisible. C'est plutôt... Le film sait où est-ce qu'il faut qu'il s'arrête et il sait très bien quelle limite il doit pas dépasser pour te dire ouais bon allez ça devient banal ou ça devient affreusement trop lisse. Pas du tout. Avec Cars 3 justement on a ce degré de presque de perfection quoi. Le moment clé, voilà, le scénario qu'il faut, avec juste ce qu'il faut de nouveauté et juste ce qu'il faut de nostalgie pour que justement les deux s'accordent parfaitement. Dans le chapitre de la controverse, bien sûr, on retrouvera Alien Covenant, cinquième merveille. Oui, j'assume d'avoir ce film dans mon classement, oui, il a divisé, nous ne sommes pas tous d'accord, mais étant donné que sa suite est remise profondément entre parenthèses et que on ne laisse pas forcément à Ridley Scott non plus le temps ni la patience, j'ai l'impression, de pouvoir faire ce qu'il a envie et de donner un petit peu l'alien qu'il a envie. Moi, je comprends pas très bien. J'ai fait partie de ceux qui n'étaient pas hyper chauds avec Prometheus, qui n'étaient pas vraiment d'accord. Et quand on m'a dit, ok, je vais refaire un Alien parce que dans Prometheus il n'y avait pas assez l'Alien, on va revenir un petit peu à la base, bah j'ai vu Alien Covenant et j'étais content. Parce que j'ai vu un Alien. Je sais maintenant comment il a été créé, d'où il vient. Alors ok, j'ai peut-être pas l'impression d'avoir élucidé tout le mystère, mais c'est pour ça qu'il devait y avoir encore un autre film, hein, je le rappelle, mais bon voilà. Mais je sais pas, il était très à l'écoute Ridley Scott, je comprends pas ceux qui disent qu'il est en train de ruiner son bébé, son Alien ou quoi. Le mec, il a compris que ça n'intéressait pas grand monde Prometheus, alors il arrive à te faire une suite assez cohérente quand même avec Prometheus, on a vraiment un lien direct, une continuité vraiment directe avec Prometheus, tout en introduisant cette fois-ci l'alien. Alors il a pris des libertés, il a changé certains trucs, d'accord, il y a des trucs qui sont peut-être un petit peu osef dans le film, d'autres qui sont peut-être vachement prévisibles, d'autres qui sont débiles, stupides ou quoi. Ça a toujours été le cas avec Alien, mes enfants, hein. Alien n'a jamais été un univers où c'était tout rose, tout parfait, où les personnages étaient d'une intelligence telle qu'ils arrivaient à faire les bons choix pour se débarrasser de l'alien au plus vite. Alien, ça a toujours été un film où les humains sont beaucoup trop cons pour se débarrasser d'un alien, qu'il en reste un à la fin, c'est Ripley. Les autres se font tous bouffer parce qu'ils sont débiles, parce qu'ils sont pas assez rapides, parce qu'ils sont pas assez intelligents. Dans le premier aussi, il y a un mec qui vient foutre son nez au-dessus d'un œuf qui vient d'ouvrir. Je vois pas pourquoi ça vous a choqué dans celui-là. Pourquoi? Oui, il y a des ressemblances avec le premier justement, mais c'est pour essayer de renouer un petit peu, pour essayer de faire le lien tout en avançant. Enfin voilà, je sais pas, moi j'ai essayé de défendre ce film. Moi, pour moi, il me plaît beaucoup. J'attendais la suite avec impatience, j'espère qu'elle va se faire. Mais tout n'est vraiment pas acheté. S'il y a bien une chose que je peux dire, c'est que dans Alien, je peux reconnaître le fait que d'accord, ok, c'est assez particulier, tout n'est pas à garder non plus, mais il y avait des bonnes idées, et voilà comment reprendre un truc vieux de 20 ans maintenant, parce que ça faisait 20 ans qu'il n'y avait pas eu d'Alien, et te le remettre au goût du jour. C'est peut-être un peu meilleur quand même qu'un Alien Résurrection, c'est un peu plus sérieux, un petit peu moins commercial, c'était quand même vachement plus, ça faisait plus film d'auteur, je suis désolé. Après, ça plaît ou ça plaît pas, mais Alien, c'est plutôt du bon boulot quand même. Bon allez, on n'en sort plus, continuons le débat. Oui, oui et oui, bien sûr que j'ai aimé ce film, mais bien sûr, évidemment. Alors là, j'ai bien sûr fait une critique, plus un complément où je suis venu défendre le film, vu que j'ai vu qu'il se prenait une avalanche d'engueulades dans la gueule, de sauts de merde, parce que voilà, jamais un Star Wars n'aura autant divisé. Bon, dans un sens, ça fait parler de lui, mais c'est pareil, ce qui me déplaît un peu, c'est qu'au box-office, il est un peu en train de s'écraser la gueule apparemment. Mais bien sûr que Star Wars 8 fait partie de ce classement, les gars. Non, mais sinon, après, en résumé, moi, je faisais partie de ceux qui pensaient que le 7 n'a rien essayé. Voilà. Moi, quand je suis toujours déçu d'un film, et que la réponse à ce film est tout à fait autre, et qu'on a su entendre les plaintes pour les corriger, et pour essayer d'apporter ce qu'on avait envie, je ne vois pas quelle est la raison de crier au scandale, de dire que ça ne fonctionne pas, parce qu'on a trop renversé de choses, parce qu'on s'est débarrassé de certaines autres, on s'attendait pas à ça, mais un Star Wars, il faut bien sûr qu'on s'attende pas à ce qu'il contient. C'était, voilà, ça faisait partie des erreurs du set, quoi. Bon, là, j'ai vu un Star Wars qui m'a surpris, qui m'a laissé sur le cul, qui était pas extraordinaire non plus, je dis pas, c'est comme Alien Covenant, hein, le film n'est pas parfait, il y a des défauts, il y a peut-être des longueurs, mais j'y suis retourné, j'ai pris plaisir, et avec la deuxième fois, j'ai pris encore plus de plaisir.
il y a des images qui sont monstrueusement belles, qui sont couillues, qui sont filmées, assemblées, qui sont présentées d'une manière où c'est du grand spectacle. C'est le renouveau qu'on attendait. Pour moi, le 7 ne m'a pas proposé autant de renouveau que le 8. Le réveil de la force n'était pas aussi réveillé que les derniers Jedi. Le film peut être aussi mauvais que vous voulez. Le film peut vous avoir déplu, vous pouvez le détester. C'est un Star Wars qui ose, qui bouge, qui renverse. J'ai même l'intime conviction que ce film sera peut-être reconnu à sa juste valeur dans quelques années. Quelque chose me dit que ça va être ça. Je sais pas, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'on va apprendre à l'apprécier, peut-être avec le 9. J'ai le sentiment que ce film est profondément sous-estimé. Voilà, après c'est bien entendu ce que je ressens, mais je l'ai dit, vous avez le droit de pas aimer, vous avez le droit de détester, peu importe, ça divise, mais toujours est-il que ça vient taper du poing sur la table. Un très bon film, coup de gueule. Allez, on passe à la suite, et c'est la troisième merveille déjà, donc c'est le podium. Il s'agit donc de Seven Sisters, qui là, après Star Wars 8, enfin non, avant Star Wars 8, même que je dis des bêtises, avant Star Wars 8, c'est le film qui a les plus belles révélations. J'ai été vachement tenu en haleine, presque autant dans Star Wars 8, mais Seven Sisters a surpassé de loin dans ses intrigues, dans la profondeur des personnages. Magnifique, hein, magnifique, avec une Noomi Rapace qui joue cette fois cette sœur. Ça donnait des scènes assez intelligentes où forcément il fallait tourner la scène 7 fois et elle devait interagir avec elle-même avec différents personnages, différentes sœurs entre elles. Enfin, c'était vachement maîtrisé. Franchement, je voyais pas vraiment les ficelles de ce film. Enfin, elles n'étaient pas visibles, quoi. Si on les comprend facilement, je trouve qu'elles sont pas perceptibles. Et déjà ça, c'est un bon point. Et c'est un super bon thriller. Je pense que c'est le thriller le plus beau que j'ai vu dernièrement. Là, c'était prenant, ça dénonce. Ça parle bien sûr de dictature, de futur, voilà, de l'éthique dans la société par rapport à la façon qu'elle a de réagir face à un problème et jusqu'où elle va dans le mensonge, dans dans les actes pour trouver la solution qui est parfois abominable, diabolique, qui est cachée à tout le monde. Enfin, ça part de pas grand chose, mais voilà, Willem Dafoe, bien que très peu présent à l'écran, il mène la danse comme il faut pour démarrer le film, et après il se retire parce qu'il sait très bien on a plus besoin de lui, que Noomi Rapace est lancée, et dès qu'elle est lancée, c'est magnifique, mais pour autant, c'était presque bouleversant comme film, parce que ça prend quoi. Il y a des personnages qui vivent des choses intenses, qui, qui sont fous, c'est des aventures absolument folles, dangereuses, au point que tu te sens vraiment plongé dedans à 360 degrés et à 300 à l'heure, quoi. Ça fout les jetons. Ça foutait presque les jetons à certains moments. Un film très très immersif, très réussi, jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Hein. Très très bon. Avec, soit dit en passant, les meilleurs spoilers de cette année. Je pense que là, oui, les meilleurs spoilers sont sûrement dans ce film. Coup de cœur numéro 2. Vous savez que j'ai pleuré. Le deuxième Pixar, Coco. Donc voilà, on revient à ce qu'on disait avec Pixar, les qualités humaines, c'est un chef-d'œuvre. Si Cars 3 encore, je ne saurais pas dire si c'est un chef-d'œuvre. À mes yeux, oui, mais peut-être pas objectivement. Coco c'en est un, on a tous été d'accord là-dessus, c'est unanime. J'en suis même à me poser la question, je me demande s'il est pas mieux que Nemo. J'ai pas encore la réponse à cette question, il va peut-être falloir que je le revoie, mais je l'ai vu 2 fois au cinéma. Les 2 fois, bon la première, normal, mais même la deuxième fois, en sachant ce qui va se passer, je n'ai pas su retenir mes larmes, c'est beau. Si vous l'avez pas encore vu, vous savez ce qu'il vous reste à faire, je sais pas, je pense qu'il est encore au cinéma, j'espère. Mais bon, toujours est-il que l'histoire est simple. Et franchement, on a l'impression, c'est peut-être pour ça que certains trouvaient qu'il y avait des petites longueurs au début, on a l'impression que ça va être assez classique, qu'il va pas vraiment y avoir beaucoup d'inattendus, que la recette est toute trouvée, que voilà, l'univers est très sympathique, le scénario suit son cours, et puis vient la dernière demi-heure, les dernières 20 minutes, et alors là, c'est une poésie. C'est une fable, Coco, quoi. C'est magnifique, c'est enchanteur. Et bon, bien sûr, c'est du Disney, mais certains Disney sont seulement magiques. Et là, c'est enchanteur, c'est rêveur, quoi. C'est profond. Alors oui, bien sûr, ça fait partie des meilleurs Pixar, bien entendu. D'ailleurs, j'ai eu peur d'être le seul à me dire, purée, dans ma critique, j'ai dit que j'avais pleuré, mais si ça se trouve, je vais être le seul. Tout le monde va dire, ouais, c'est pas si émouvant que ça. Mais oui, si, j'y suis allé avec ma maman, et ma maman aussi a versé une petite larme. J'ai vu d'autres critiques qui avaient dit qu'ils avaient pleuré. Enfin, moi, j'ai jamais pleuré devant un film, sérieusement, jamais au cinéma en tout cas. C'est
c'est Coco qui a commencé, quoi. Et pour que Coco vienne me faire pleurer, non, fallait vraiment qu'il en ait, quoi. Donc oui, ce film en a, quoi. Il y en a beaucoup, il y en a énormément, il y a du carburant, il y a de l'énergie, il y a beaucoup de contenu dans ce film, quoi. Il est grand. Et comme je le dis, hein, ça paraît pas du tout comme ça, la bande-annonce et tout. On se dit ça va être sympa, mais voilà, quoi. Je pense pas que c'était le film qu'on attendait le plus cette année. Et au final, oui, bah carrément que c'est la plus grande révélation de cette année, oui, bien entendu. Et enfin, on passe à la première merveille, qui vous est certainement totalement inconnue, mais pareil, qui rassemble un petit peu toutes les bonnes qualités de ces 7 merveilles, tout ce que j'ai pu ressentir, je le retrouve dans ce film de Plus belle. Un film français, s'il vous plaît. Jamais j'aurais cru non plus mettre un film français en première place, en première merveille. Donc c'est réalisé par La femme de Alexandre Astier, dans ce film il y a Florence Foresti et Mathieu Kassovitz. Et à quelle heure a-t-on parlé de ce film? Rien que pour ça, je le mets en première merveille parce qu'il est fabuleux, il est grandiose. Je vais vous raconter un petit peu le pitch du coup, parce que c'est un film dont on n'a pas beaucoup parlé, mais je regrette profondément que ce film n'ait pas plus percé. Les médias, les journaux n'en ont pas parlé, à la télé non plus. Attendez, il y a Florence Foresti dedans qui s'est rasé la tête, qui joue dans ce film, qui est prodigieuse, c'est certainement son meilleur film, sa meilleure performance de ce que j'ai vu. Elle est sérieuse, elle est vraiment attachante, très belle, rigolote, mais elle est aussi triste. Enfin bordel quoi, je sais pas, c'est pas le genre de film où tu vois Florence Foresti faire ce genre de choses. Non, non, ça m'intrigue, je cherche toujours la réponse. Pourquoi ce film était absolument fabuleux? Fallait en parler. Donc l'histoire, bah, c'est l'histoire d'une femme qui est atteinte du cancer. Elle vient de guérir, sauf que justement, elle apprend à vivre, à revivre, parce qu'elle ne sait plus où elle en est. Elle a peur. C'est quelqu'un de profondément timide, de craintif, et elle n'arrive pas justement à retrouver le goût de la vie alors qu'elle est guérie. Et elle apprend tout doucement à le faire, elle se fait draguer par un mec, et elle assume pas vraiment de se faire draguer, on a l'impression que elle se trouve pas assez belle, elle se trouve pas assez confiante pour ce mec, donc elle le repousse un peu maladroitement jusqu'à céder. Et bien sûr, en fin de film, bon, je vous dirai pas quelle est l'issue, mais elle fait une rechute, le cancer revient, et c'est un film sur le courage, en gros, sur la discrétion des gens, voilà, sur les gens discrets qui ont un fardeau extrêmement lourd à porter parce que eux seuls peuvent comprendre ce genre de douleur, ce genre de souffrance quand on a un cancer dans la vie. Et après avoir vu ce film, j'ai juste une seule envie, c'est... Enfin, bien, je l'ai pas fait, je l'ai pas fait, mais je pense que c'est le genre de film qui donne l'envie de donner pour la recherche contre le cancer. Je sais pas, enfin, moi j'avais vraiment, je me dis putain quoi. C'est dommage qu'on n'ait pas plus de films comme ça. Et outre le fait que ce soit un film sur une maladie, voilà, sur la société en général, sur les malades, comment on avait aussi, comment ça s'appelle, on avait Patient aussi qui traitait pas trop mal aussi voilà, le même genre cette année. Patient était pas mal, pas au point de faire partie des merveilles, mais voilà. Outre le fait qu'il y a ça dans le film, il y a aussi, je trouve, des choix artistiques pas mal. Parce qu'elle fait de la danse aussi, justement, elle essaye de. Il y a des collectifs, justement, de ces gens qui sortent de la maladie pour essayer de se rouvrir à une activité et pour être un petit peu plus sociable. Et donc elle fait de la danse, et à la fin, tu vois le spectacle de danse, et il y a des super beaux costumes. Elle jette sa perruque, elle révèle à tout le monde en pleine scène qu'elle est chauve, et là tout le monde applaudit. C'est limite si j'ai pas fait pareil, quoi. Là aussi, il y a de l'audace dans ce film. Comme dans Star Wars 7, comme dans Alien Covenant, bon, bien sûr d'une façon différente. Un film brave, avec du courage, le courage du cœur, voilà, le courage de la passion. Il y a aussi tout ce qu'il y a autour, bien sûr, la famille qui réagit face à ça. Il y avait Jonathan Cohen, qui est un acteur que j'apprécie beaucoup, qui fait pas assez de films, je trouve. Il devrait faire des plus grands rôles encore parce qu'il s'en sort à merveille, je l'aime beaucoup. Il joue le frère de Florence Foresti, qui est celui qui l'a guéri aussi. Enfin, c'est un chirurgien, donc c'est bien sûr lui qui va se charger de l'opérer et de la guérir. Voilà, on a une relation très intéressante, fraternelle, enfin c'était beau. J'ai pas envie de tout vous raconter de ce film, je vous invite juste à le voir parce qu'il était vraiment pas mal. En tout cas pour moi il est bien plus que pas mal, mais je pense que pour vous il va juste être pas mal. Mais c'est ce genre de film qu'il faut faire, c'est ce genre de film dont il faut parler, c'est ce genre de film qu'il faut réaliser. Bravo. Bon bah c'est fini, voilà pour les 7 merveilles. On passe maintenant aux mentions honorables, donc je rappelle que ce sont les films qui faisaient partie initialement de ce classement mais qui ont été détrônés par d'autres. Ou bien ce sont des films qui auraient largement mérité leur place dans ces 7 merveilles également, sauf qu'il n'y a que 7 places comme vous le savez. Donc voilà, on commence tout de suite avec Get Out. Bien sûr, évidemment Get Out, voilà, qui est... c'est sans doute un des meilleurs films d'horreur de cette année. Alors film d'horreur, moi j'irais pas jusqu'à le mettre dans cette catégorie-là. Par contre, c'est vachement neuf dans ce qu'il apporte. Cette sensation... Enfin, je sais pas beaucoup, on parlait du film de suspense ou film d'horreur qui met en avant
le racisme d'une certaine façon. Pour moi, c'était pas vraiment du racisme, c'était une espèce de fanatisme mêlé à de l'esclavage. Alors qu'on est dans une époque contemporaine, c'était profondément malsain, quoi. Il y a des films très malsains, mais à ce point-là, sans que ce soit sanglant, sans que ce soit... On sent vraiment que c'est psychologiquement très instable. C'est là que le film transmet vraiment des mauvaises ondes à ses spectateurs, quoi. Tu sens tout de suite la panique, le désarroi du personnage, des personnages autour de toi. Et on découvre tout ça avec frayeur. Alors là aussi, si vous ne l'avez pas vu, franchement, foncez le voir. Mais ce film, après c'est mon classement personnel, mais ce film mériterait largement aussi d'être dans le podium, hein, de faire partie des 3 premières merveilles. Il était vraiment cool, vraiment bon. La performance de l'acteur principal aussi était vraiment exceptionnelle, je trouvais. Je sais plus comment il s'appelle, mais il était vraiment très bon. Donc ouais, petit budget, c'était un premier film de réalisateur ou second film, je sais pas, mais je me souviens à l'époque que j'avais dit qu'il faut surveiller ce mec-là parce qu'il démarre en grande pompe, quoi. Un très très beau boulot, c'est propre, d'un bout à l'autre, c'est vraiment bien construit, c'est bien amené, c'est foutrement malsain et très gênant. Mais c'est le message du film, après c'est ça, hein. Et il arrive parfaitement à te transmettre ce message avec tout un tas de ressorts, tout un tas d'éléments et d'artifices qui sont présents d'un bout à l'autre du film pour vraiment laisser planer le doute et la panique totale. La momie, bon je vais pas beaucoup en parler non plus, mais ça fait partie encore des films que je vais défendre, parce que, attendez, c'est le premier film d'un univers, s'il vous plaît, il va y en avoir d'autres, enfin j'espère, hein. Si on évite de gueuler, peut-être qu'après ils vont peut-être pas annuler les suites, hein, on n'en sait rien. Je le redis, Iron Man 1, un incroyable Hulk, c'était pas ouf au début Marvel, hein. Il a fallu attendre Avengers avant d'avoir des films qui commençaient vraiment à être savoureux, très intéressants, où il y avait vraiment beaucoup de budget, hein. Donc, laissez le temps, bordel, à ce genre d'univers de se mettre en place. Surtout qu'il y avait beaucoup plus de qualité que tout le monde a vraisemblablement oublié. On était tellement occupé à cracher sur le film, sur Tom Cruise, sur Annabelle Wallis. Alors certes, j'ai reconnu le tort, voilà, Annabelle Wallis était vraiment à chier dans ce film et n'avait rien à foutre là. Mais on était tellement occupé à bousiller le film sans vraiment être certain de savoir pourquoi, qu'on en a oublié qu'il y avait Sofia Boutella qui est somptueuse dans ce film, que la momie a changé de sexe, etc., qu'il y avait tout un tas de partis pris et de retournements de situation. On est quand même dans un ton vachement plus sérieux et vachement plus sombre que la momie de 99 ou de 2001. Donc enfin voilà, au bout d'un moment, je sais pas ce qu'il vous faut. Mais enfin voilà, on essaye de faire du neuf, de changer les codes pour vous satisfaire, pour essayer d'apporter ce qu'il faut, pour essayer vraiment d'instaurer les codes qu'il nous faut pour créer un univers, voilà, pour que ce soit logique, pour que ça puisse tenir la route et être beaucoup plus grand, servir une cause plus grande à l'avenir. Et quand on essaye de faire ces choix et de prendre ces risques-là, les gens ne comprennent pas ou n'essayent pas de voir plus loin justement que le film brut en lui-même. Alors laissez-lui le temps. La momie, c'est sympa, c'est pas ouf, je dis pas. Bien sûr que là tout le monde peut aussi être divisé, tout le monde peut avoir son avis, mais c'est du bashing, c'est le bouc émissaire de cette année. Là aussi, c'était presque un coup de cœur celui-là, mais bon, évidemment, ça en fait partie, c'était énorme. Après, bon là, j'ai entendu les défauts de ce film, à droite à gauche. Oui, il fait peut-être pas aussi peur qu'on le pensait. Il y a des très très bonnes performances, c'est surtout ça. Les performances sont toutes très intéressantes. Le scénario est bien reconstruit par rapport au téléfilm. Donc voilà, la- c'était une très belle révélation. Là aussi, comme Coco, pour moi, c'est une des révélations de cette année. Après, c'est pas un film d'horreur hyper flippant, quoi. C'est pas, il y a pas du gros suspense, il y a pas des grosses intrigues. Mais c'était juste très sympa et très très fun, quoi. C'est l'élite du divertissement de cette année. C'était hyper divertissant parce qu'on avait certainement ce qui se faisait de mieux en termes d'ambiance. Je pense que c'est dans ça qu'on a retrouvé voilà, une des meilleures ambiances, oui, par rapport à la musique, par rapport aux gamins, les vannes qui se balancent, le clown, son jeu d'acteur, tout le décor qui est tantôt sombre, tantôt lumineux. On avait, voilà, c'est bien cuisiné tout ça, quoi, c'est tout. Peu importe après du goût que ça a, mais on voit qu'il y a des heures de travail, quoi. On voit qu'il y a de l'acharnement, qu'on a poussé au bout des acteurs à jouer le rôle jusqu'au bout, à se donner les moyens. On a déjà des jeunes talents, ils en sont à leur premier film, et les mecs, c'est déjà des révélations, quoi. Celui qui joue le rôle de, je ne sais plus qui, mais le gamin à lunettes, quoi, qui est déjà hyper célèbre avec son rôle dans Stranger Things. Donc voilà, rien que pour ça, bravo, c'est talentueux d'un bout à l'autre, ça, quoi. Je dis pas, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est peut-être pas énorme, mais ça prend aux tripes, c'est génial, c'est génial, c'est juste génial. Split, ça c'est le film qui m'a poussé à me raser la tête cette année.
Là, je pense que James McAvoy mériterait un Oscar pour ce film. Moi, j'ai rien d'autre à dire, c'est tout. L'ambiance était vachement oppressante aussi dans celui-là, un petit peu comme dans Seven Sisters, mais différemment parce qu'on a plus à faire à un huis clos dans ce film, et c'était hyper oppressant, là aussi hyper dark, avec la petite touche de fantastique. C'est le premier film que je vois de Shyamalan d'ailleurs. Ouais, j'avoue, j'ose le dire. Mais j'ai pas vu Incassable, mais apparemment il voudrait faire un dernier film pour conclure cette trilogie. C'est vachement intéressant. Moi, tout ce que je retiens de ce film, c'est la performance de James McAvoy qui doit jouer. Combien de personnalités il a déjà? 21, 26, 27, je sais plus, enfin une vingtaine de personnalités différentes. Alors on les voit peut-être pas toutes à l'écran, mais il en fait, allez, pas loin d'une dizaine. Et ouais, là, faut pas être n'importe qui pour savoir jouer ce genre de rôle, hein. Par rapport à l'interaction qu'il va avoir avec ces trois jeunes filles qui sont kidnappées dans le film, avec sa psy à qui il rend visite, la façon qu'il a justement de vivre ce mec-là, parce que c'est une maladie qui existe réellement. Alors, la façon dont elle est décrite dans le film est fantastique à un certain moment, mais pendant les trois quarts du film, je pense que c'est assez réel. Ça retrace possiblement les vrais symptômes de ce genre de maladie où on pense, enfin, on imagine, enfin, je sais pas, on a plusieurs personnalités à l'intérieur de notre esprit. Enfin voilà, et c'est là aussi, c'est assez fascinant. Ça aussi, ça m'a fasciné le film, ça, mais mais Split, c'est assez bizarrement foutu aussi dans le fascinant parce que ça t'explique un petit peu justement, on voit au plus profond du personnage, on se met à sa place, on voit comment il vit, quoi. À la première personne, c'était le mot que je cherchais, voilà, ouais. On arrive à ressentir le conflit qu'il y a à l'intérieur, quoi. Donc ouais, là, le message passe comme une lettre à la poste, quoi. Là, déjà, c'est pas facile, hein, c'est vraiment pas facile pourtant de transmettre autant de choses à l'intérieur d'un personnage dans lequel il y a plusieurs personnages, voilà, où il y a plusieurs tranches. C'est pas facile de faire ça, et pourtant, là, c'est... Ouais, félicitations. Moi, je dis, ouais, vraiment, il mériterait un Oscar. Et enfin, un petit film français. Alors, celui-là, j'étais pas sûr de le garder dans les mentions honorables, mais bon, je l'ai quand même gardé au final. C'est Alibi.com. Le film, avec le recul, est pas si ouf que ça. Mais je le place dans les mentions honorables parce que voilà, c'est ce que je disais, ça vient toujours me confirmer le fait que dans la comédie française, c'est toujours Philippe Lachaud qui gère. Malgré tout le reste, tous les autres, tout ce qui ronronne, tout ce qui est commercial, tout ce qui est toujours aussi mal écrit, tout ce qui est toujours aussi dégueulasse et toujours aussi ambigu et très gênant, ça devient de plus en plus gênant parfois les comédies, où tu te dis putain jusqu'où ils vont aller quoi. Et bon, moi ça fait déjà maintenant quelques années que je me dis ouais, ils ont dépassé les limites, mais Philippe Lachaud lui ne dépasse pas les bornes et justement au lieu d'aller toujours plus à reculons, il va toujours de l'avant. Ok, j'ai quand même préféré Babysitting 1 et 2 qui étaient plus intéressants, plus novateurs, mais Alibi.com ça me fait toujours bien marrer et il y a des scènes qui sont super bien écrites et qui sont réellement destinées au public. Le mec sait qu'en écrivant ce genre de scène, en faisant ce scénario, en insérant cette vanne, en insérant cette référence, il pense avant tout à son public. Et quand il pense à son public, il fait son film qui est destiné à tous les âges, à une catégorie très large, parce qu'il prend aussi Didier Bourdon pour correspondre justement à ceux qui ont connu les années 80, ceux qui ont connu les inconnus à ce stade-là. Et Didier Bourdon est très drôle, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu Didier Bourdon aussi drôle dans un film. Donc enfin voilà, Philippe Lachaud, ce mec, c'est un jeune qui fait des films jeunes, tout en gardant, en respectant bien sûr le fait qu'avant lui, il y a eu des mecs qui avaient le même génie, et ces mecs-là, il les respecte profondément au point de s'en inspirer. On voit vraiment que c'est un gars qui est inspiré. Voilà, Alibi.com, le film est peut-être pas... Enfin, le scénario, au-delà du film, le scénario est peut-être pas hyper intéressant, mais on voit que c'est un mec qui est vraiment très inspiré, Philippe Lachaud. J'espère qu'il continuera à être inspiré autant, parce que les idées qu'il a, c'est pas des idées qu'il a juste pour faire un film, c'est des idées qu'il a pour vraiment faire un divertissement destiné au public et essayer jusqu'au bout de lui fournir quelque chose de satisfaisant et d'agréable. Il essaye à fond de faire ça. Et pour moi, c'est même pas il essaye, c'est il réussit tout le temps. Pour l'instant, il y a un sans faute sur ces trois films et j'ai rien à redire. Voilà, ici s'achève donc ces 7 merveilles ainsi que ces mentions honorables. On se donne donc rendez-vous l'année prochaine pour encore plus de jolis films, de films merveilleux qui vont nous transporter et qui vont vraiment nous faire rêver. Voilà, j'espère que ça va continuer et aussi rire un petit peu, voilà, parce que c'est vrai que cette année la controverse était vraiment très présente dans ce classement, vous avez pu le constater. Mais voilà, des films qui ont fait parler d'eux, en bien ou en mal en tout cas, mais qui ont su transcender peut-être un petit peu l'esprit du cinéma et nous faire avancer. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir le plus. Donc voilà la dernière vidéo où je vais regrouper tout un classement de films comme ça, ce sera bientôt, et ce sera sur les attentes des 6 premiers mois des blockbusters de 2018, voilà, donc c'est ce qui va arriver. Je vais tâcher de vous faire ça rapidement et de façon assez claire et précise. Donc voilà, une autre année qui s'achève, ça y est, c'est terminé. Donc merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, merci à vous de votre fidélité.
Merci à tous les abonnés, bien entendu, ceux qui arrivent, ceux qui sont là depuis le début. Voilà, ça me fait vraiment plaisir, ça me fait du bien. Je vois qu'on est un petit peu plus nombreux. Ça commence à avancer, c'est bien. J'aime beaucoup parfois vous parler, voir vos commentaires. Ça m'aide beaucoup. Ça m'aide aussi à voir vos avis, vos attentes par rapport à mes vidéos. Voilà, donc je vous remercie vraiment du fond du cœur. Je pensais vraiment pas en arriver là, mais j'ai encore envie de continuer à faire ces vidéos avec vous, à parler de films, à parler de cinéma, de Disney en général, des parcs d'attractions, tout ça. Donc merci à vous qui me rejoignez, merci à vous qui me suivez, vraiment, vous êtes là. Merci à vous. Donc on se dit à bientôt pour d'autres vidéos, à la prochaine. Salut à tous.